Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car on connaît désormais le nom du prochain, du nouveau chef de gouvernement britannique. Il s'agit d'une femme, sans grande surprise d'ailleurs. C'était la favorite de l'élection interne du Parti conservateur, Liz Truss, qui a été déclarée première ministre. Alors, qui est Liz Truss? Qui est cette femme politique? Et puis, quel signal son élection donne-t-il pour la suite? Pour le savoir, nous sommes avec Jean-Michel Salmon. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour chers auditeurs. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en sciences économiques, auteur notamment de ce livre, Le grand abécédaire du Brexit, préfacé par Jacques Sapir, aux éditions Les Trois Colonnes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Liz Truss, Jean-Michel Salmon? Alors, on pourrait dire elle va être nommée première ministre quand effectivement elle sera passée la tradition de voir la reine et c'est la reine qui va nommer. On peut, en résumé, on peut dire qu'elle n'a pas peur de changer d'avis, Liz Truss. J'ai regardé un petit peu son CV, ça a l'air d'être assez mouvementé. Donc, du coup, son opposition a déjà attrapé la balle au vol pour lui reprocher d'être ce qu'on appelle un shape-shifter, c'est-à-dire de changer de forme. Elle n'a donc pas peur d'illustrer la maxime « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », puisqu'en fait, dans sa carrière, elle a pas du tout commencé chez les conservateurs, mais dans sa jeunesse, elle était plutôt Lib-Dem, qui sont très les libéral-démocrates. Voilà, voilà, exactement. Et d'ailleurs, lors du référendum en 2016, elle avait voté pour le Remain, pour le maintien dans l'Union européenne. Donc, elle a fait beaucoup de chemin tout au long de sa carrière. Et évidemment, certains pouvaient douter, ont insisté d'ailleurs dans la campagne, dans la bagarre avec ses opposants et notamment la bagarre finale avec Rishi Sunak. L'équipe de Sunak a beaucoup insisté sur le fait que c'était pas une europhile très nette puisqu'elle avait voté pour le Remain. Mais en fait, elle a prouvé depuis dans son nouveau changement quand elle est rentrée dans le gouvernement de Boris Johnson, elle a prouvé à quel point elle pouvait défendre très très clairement la position de la sortie de l'Union européenne puisqu'elle a eu comme position dans ce gouvernement, tout d'abord, elle a négocié les accords commerciaux que la Grande-Bretagne pouvait faire indépendamment donc de l'Union, puisqu'elle avait fait le hard Brexit. Elle avait fait un Brexit qui lui permettait d'avoir sa propre politique douanière et de ses propres accords commerciaux. Puis ensuite, elle est passée aussi ministre des Affaires étrangères, donc ça a été sa promotion. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, elle a suivi la ligne Johnson, y compris face à la problématique de la guerre en Ukraine. Et elle a été une très bonne ministre des Affaires étrangères. Donc ça lui a permis de prendre pas mal de galons et de prouver vraiment sa bonne foi. Elle a changé assez vite d'avis sur le Remain et le Leave. Son euroscepticisme est très vite apparu en 2017, donc un an après le référendum. Et depuis, elle a donné suffisamment de gages pour montrer qu'elle allait dans ce sens. Donc, voilà ce qu'on finalement, peut dire déjà. Pour vous, elle a beaucoup changé d'avis au départ, mais vous la pensez sincère là dans son... Ah oui, complètement. Elle est même, alors pour reprendre la ligne, si on veut déjà parler un peu de sa ligne précisément au sein du Parti conservateur, c'est la ligne radicale à droite annoncée sur plusieurs dossiers. Donc de ce point de vue-là, ceux qui ont voulu se débarrasser, souvenez-vous de Boris Johnson, en disant si Boris s'en va, le Brexit s'en va, se retrouvent aujourd'hui avec un nouveau Premier ministre, une nouvelle Première ministre, troisième femme Première ministre en Grande-Bretagne dans l'histoire contemporaine, qui a une ligne radicale beaucoup plus dure. Alors ça va se traduire sur des dossiers comme celui de l'Irlande du Nord, où elle va certainement dénoncer cette fois-ci très fortement le protocole d'Irlande du Nord là, qui maintient l'Irlande du Nord un peu dans le giron européen, enfin de l'Union européenne. Ça, c'est un premier dossier. Le deuxième dossier, ça sera sur l'immigration et notamment les problématiques des traversées clandestines de la Manche et tout ce qui va autour. Elle va certainement prendre une position anti-immigration beaucoup plus dure, mais dans la pratique, c'est-à-dire pas seulement et éventuellement réfléchir à la éventuelle sortie de la Convention européenne des droits de l'homme qui empêche beaucoup le gouvernement britannique d'agir, on l'a vu. Et puis encore un autre dossier, c'est sur la fiscalité. Là, ça va être très intéressant parce qu'en fait, elle a pris parti pour une forte réduction des taxes et en particulier sur la taxe à la consommation, la TVA britannique, pour réduire, on va y venir, je pense, réduire le coût de la vie qui est en train de flamber comme partout. Oui, on va y venir, bien sûr. Et donc sur tous ces dossiers, c'est assez cohérent. Elle est dans une ligne très à droite du Parti conservateur.
conservateurs. Donc évidemment, tous les gens qui sont plutôt libéraux de gauche, comme on dit libéral au sens politique du terme, philosophique, donc tous les partis travaillistes, etc., et même la ligne plus centriste des conservatrices du Parti conservateur et va être assez en pétard. Et là, le challenge, ça va être de réunir tout le monde dans le parti. Alors, on va revenir sur la situation en ce moment du Royaume-Uni et donc la situation face à laquelle va être confrontée très vite Liz Truss. Mais d'abord, je voudrais en effet qu'on revienne sur son élection et peut-être les différents coups qu'il y avait derrière. Vous nous aviez expliqué la dernière fois que derrière la démission de Boris Johnson, il y avait surtout des anti-Brexit, ce qui paraît assez clair. Mais là, finalement, donc, ils ont complètement perdu au change, finalement, d'après ce que vous nous expliquez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y avait en fait... dans l'opposition à Boris, il y avait une conjonction. Il y avait tous les anti-Brexiteurs qui étaient là, qui avaient la ligne de Theresa May, en fait, qui voulaient donc se débarrasser de lui pour rapprocher le plus possible, sans défaire le Brexit complètement d'un coup, mais pour rapprocher quand même le Royaume-Uni brexité des réglementations européennes, donc à petits pas se rapprocher et pour un jour préparer le terrain pour retourner dans l'Union. Mais à elle seule, ce courant n'aurait pas pu le renverser Boris. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait face à des ambitions internes énormes et aussi l'aile ultra-brexiteur, ultra-libérale, cette fois-ci au sens économique du terme. Qui n'allait pas assez loin. C'est ça qu'il était. Alors sur les dossiers que je viens de citer, le protocole, en fait, Boris Johnson, on lui reprochait beaucoup dans l'aile droite du parti de ne pas passer suffisamment à l'acte dans la mise en place du Brexit dur, quoi. Et donc il y a cette conjonction-là de contraires, chacun espérant pouvoir éventuellement remporter le morceau. Donc mais celui qui a remporté le morceau, c'est plutôt ce qu'on appelle les ultra-brexiteurs. Exactement, parce que aller encore plus loin. Oui, tout à fait, Clémence, parce qu'en fait, en lien avec les règlements, la règle interne au parti qui devait désigner son nouveau leader et donc le prochain Premier ministre, qui dans un premier temps, il y a une première étape, c'est qualification de 2 finalistes par les députés. Et là, Rishi Sunak, qui était plutôt dans une ligne centriste, était en tête. Mais on savait que la deuxième étape, c'était les militants. Donc on a compté là 170 000 votes à peu près de militants conservateurs qui, eux, étaient réputés, et ça s'est confirmé, donc beaucoup plus à droite traditionnellement et beaucoup plus brexiteurs, et qui donc, on savait qu'ils allaient voter majoritairement pour Liz Truss, et c'est arrivé. C'est très intéressant d'ailleurs ce décalage. On sent la même chose en France entre les députés, les élus, qui sont toujours un petit peu plus centristes que leurs militants. On peut comparer avec les LR, par exemple, en France. Oui, tout à fait. Et en fait, la différence, c'est que Grande-Bretagne, c'est un régime parlementaire. Et donc, même si le Premier ministre démissionne, s'en va, il n'y a pas de nouvelles élections générales de suite. C'est juste le parti qui avait le mandat jusqu'au bout du mandat, donc là, jusqu'en 2024, qui conserve le principe du pouvoir et doit désigner en interne son successeur. Ce qui fait qu'en fait, normalement, le nouveau représentant de ce parti doit respecter le manifeste électoral sur la base sur laquelle tous les députés avaient été élus, y compris celui qui va être nommé Premier ministre, même si là-dessus on verra comment ça se passe. Et donc beaucoup disent ah oui, mais alors résultat on a un nouveau Premier ministre qui est peut-être beaucoup plus dur encore que Boris à coup sûr, et qui se rapproche de la ligne Thatcher, etc. Et qui a été mis en place par 170 000 citoyens. Oui, mais c'est un régime parlementaire et les prochaines élections générales c'est pour dans 2 ans, donc ça sera pour elle justement le challenge de réussir à faire le parti rester au pouvoir après 2 ans dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui qui sont très difficiles pour tout le monde. Alors, vous me faites la transition. Pour ces conditions aujourd'hui, donc le Royaume-Uni qui subit plus que les autres pays occidentaux la crise économique liée aux importations de gaz russe, l'inflation qui est de 10%, enfin en tout cas c'était les chiffres de juillet dernier, avec des prévisions jusqu'à 13%, jusqu'à 20% en début d'année prochaine. Le livre sterling, lui, qui était à son plus bas niveau historique et qui a perdu 15% de sa valeur. Le prix de l'énergie qui ne fait qu'augmenter. Et là, on a vu tous ces mouvements, notamment ces contestations appelées Don't Pay UK, c'est ça, qui ne veulent pas payer tout simplement la facture de l'énergie. Donc voilà, grande difficulté économique pour ce pays. Aujourd'hui, comment Liz Truss va pouvoir s'en sortir ? Est-ce que cette ligne franche, conservatrice, va être la bonne ligne pour se sortir de ce pétrin ? Très très bonne question. Il y a 2 temps dans le propos. Il y a le premier temps, le constat de là où on en est. Et là, il y a une petite musique europhile dans les médias mainstream qui insiste sur les difficultés économiques du Royaume-Uni, etc. Oui, qui serait lié au Brexit. Éventuellement, implicitement ou explicitement, c'est ce qu'on va toujours dire. Donc le bilan de Boris Johnson économique, sauf que quand on regarde bien, toutes les difficultés macroéconomiques que la Grande-Bretagne connaît sont peut-être
proche de celle de l'Union européenne ou de l'Eurozone ou des pays de l'OCDE, mais même peut-être, je suis en train de préparer un papier là-dessus, peut-être même un peu moins pire, on va dire, compte tenu de la situation. Donc déjà, il faut bien avoir conscience de ça, c'est que les performances macro du Royaume-Uni sont plutôt moins mauvaises dans le contexte... Ça, vous pouvez détailler un petit peu, parce qu'on a plutôt tendance en effet à entendre cette musique de la situation la pire, c'est pour exact, la petite musique. Alors Clémence, en fait, l'idée c'est que plutôt que de regarder les chiffres tels que le macroéconomique, donc le chômage, le taux de croissance, les prix, jusqu'à l'été dernier, donc sur les 2 dernières années par exemple, où là les performances de Grande-Bretagne sont plutôt un peu meilleures ou un peu moins mauvaises compte tenu de la crise générale que les autres, et comme les critiques du Brexit étant embarrassés avec ça, ils vont utiliser de nouveau, comme depuis 2016 et l'annonce de la catastrophe du cataclysme Brexit, ils vont utiliser les prévisions pour 2023 et 2024, où là il se trouve que pour l'instant les grands organismes donnent des prévisions qui ne sont pas favorables effectivement au Royaume-Uni, mais rien ne dit que ça va tenir, parce que par exemple pour l'inflation, les prévisions intègrent le fait que le gouvernement ne ferait rien pour lutter contre les prix. Or c'est pas dit, il y a un programme peut-être de 100 milliards de livres qui va être implémenté par la nouvelle première ministre, qui va essayer de juguler un minimum exactement comme en France, comme partout, c'est la même problématique. Donc on utilise la technique de mauvaise prévision. A priori un petit peu plus de souplesse pour un pays seul que pour l'Europe. Exactement, pour faire du sur-mesure. On l'avait vu dans différents dossiers, y compris au début quand la stratégie de vaccination, etc. On a vu tout ça. Donc c'est ça la technique. Alors après, face à ces difficultés-là, effectivement, le challenge, c'est de baisser les taxes. Puisque c'était un gouvernement libéral au sens économique du terme qui arrive au pouvoir là. Et donc on peut penser d'une certaine manière que d'ailleurs dans la lutte finale entre les deux candidats, l'opposant était ministre de l'économie et des finances jusque-là de Boris Johnson et avait augmenté les taxes, ce qui pour des conservateurs britanniques est quand même une hérésie, mais c'est le contexte Covid et puis le contexte ukrainien, donc tout le monde se retrouve devant la nécessité d'avoir une forte intervention de l'État pour pas laisser les ménages face à la catastrophe. On a vu du lockdown. Alors elle veut réduire les taxes, mais comment on fait quand on a plus Alors elle va se retrouver, je pense, face à un moment, certains la ramènent par rapport à Thatcher, et c'est intéressant sur le plan politique, mais sur le plan économique, puisque c'était votre question, comment ça va marcher, elle va se retrouver plutôt dans un moment, je pense, reaganien, si on pense à Ronald Reagan arrivé au pouvoir au début des années 80, parce qu'elle va réduire beaucoup les impôts, en espérant qu'il y a un effet sur l'offre économique, la dynamique, et que du coup, à l'arrivée, il y aura peut-être même autant de recettes fiscales malgré tout. Donc ça, c'est l'effet Laffer, courbe de Laffer trop d'impôts tue l'impôt. Donc quand on baisse les impôts, on finit par en avoir plus parce que le rate est... Bon, ça suppose une reprise économique vigoureuse, donc c'est pas garanti. Et puis d'un autre côté, elle va être obligée, avec la pression politique et ensuite avec les élections qui arrivent dans 2 ans, de faire pas mal de dépenses publiques malgré tout pour soutenir les ménages. Et un peu comme Ronald Reagan avait dû faire avec, à l'époque, la guerre des étoiles dans la lutte pour défaire définitivement l'Union soviétique. Et donc Reagan, qui est pourtant un libéral, s'était retrouvé avec le plus grand déficit record historique des États-Unis. Donc ça risque d'être un peu le même schéma. Une politique à la fois libérale en termes de réduction de taxes, mais finalement keynésienne, un peu de gauche, pour soutenir l'économie face à des circonstances extraordinaires. Ça veut dire qu'on risque d'avoir, comme on a eu des vagues Covid, on risque d'avoir toujours, depuis lors, des vagues d'intervention de l'État qui sont, dans un monde contemporain, rendues nécessaires par la situation. Est-ce que vous pensez que finalement cette position économique, fiscale et conservatrice va pousser aussi cette nouvelle première ministre à changer un peu de braquet vis-à-vis de la situation internationale, notamment ce qui se passe en Ukraine? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il pourrait revisiter les sanctions appliquées aujourd'hui à la Russie? Très très bonne question. Je pense qu'elle elle a suivi la ligne Johnson, donc de soutenir fortement, même avant l'Union européenne d'ailleurs, prendre le leadership britannique, le leadership mondial sur l'aide à l'Ukraine. Je pense qu'il va y avoir un rapprochement certainement, mais c'est déjà de facto le cas avec l'Union européenne sur ce dossier-là, puisqu'il y a un signe quand même, et on va avoir la confirmation de ça, dans son cabinet, le futur ministre de la Sécurité, Défense et Sécurité, on va voir, serait Tom Tugendhat. Donc Tom Tugendhat, c'est un homme bien connu qui a été dans la course à la succession. Bon, il a été éliminé assez vite, mais c'est un europhile, un archi-europhile, on va dire. Il y a une Française d'ailleurs du Conseil d'État qui a été détachée à l'ambassade de France à Londres pendant les négociations du Brexit, donc sous la direction de Jean-Pierre Jouyet à l'époque, ambassadeur. Donc c'est déjà un couple déjà très europhile par définition. Oui. Et lui serait nommé donc comme ministre de la Sécurité ou de la Défense, on va voir. Et donc du coup, ça serait un signe que selon lequel effectivement la Première ministre veut sur ce dossier-là marcher main dans la main avec l'Union.
D'accord, donc finalement pas de changement de braquet de ce côté-là. Du côté éventuellement d'un assouplissement sur les sanctions qui pourrait aussi servir notamment la Grande-Bretagne avec ces questions de fourniture de gaz, etc. En tout cas, pas isolément décidé par les Britanniques. Je pense que s'il y a un changement de stratégie vis-à-vis, compte tenu des conséquences qui maintenant nous reviennent comme un boomerang de nos sanctions vis-à-vis des Russes, il y aurait peut-être un changement, mais que ça sera un changement discuté, je pense, avec l'Union européenne pour aller dans le même sens ensemble. Dernière question, Jean-Michel Salmon. Qu'est-ce que cette élection va changer pour nous, Français ? Bonne question. Je pense qu'on va rentrer dans une tension accrue dans les relations bilatérales, puisque la position de l'Union européenne sur ce dossier est largement celle de Macron. En fait, Macron a été vraiment un peu celui qui a élaboré cette politique très dure vis-à-vis du Brexit, et en espérant faire plier les Anglais dans un certain nombre de dossiers. Mais là, c'est un peu l'inverse qui va se passer. Ils se retrouvent avec une nouvelle première ministre qui est plus dure, et donc il y a eu d'ailleurs sur le plan médiatique, il y a eu une petite histoire entre Macron et Liz Truss récemment, où un journaliste britannique demande à la nouvelle première ministre maintenant, il y a quelques jours, est-ce que Macron, pour vous, est un ami ou un ennemi ? Et donc, je trouve très intelligemment, les europhiles l'ont critiqué, mais elle a dit, je vais juger sur pièce pour l'instant, puisque l'idée, c'était pas... Alors, tout de suite, Macron a repris le flambeau. C'est le côté pragmatique anglais, ça. Oui, tout à fait. Puis Macron, quand il a voulu commenter la réponse de Liz Truss, a dit, mais nous sommes amis, la France et l'Angleterre. Mais c'était pas sur la France, la question, c'était sur Macron. D'accord. Très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Michel Salmon. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences économiques et auteur de ce livre, Le Grand abécédaire du Brexit, préfacé par Jacques Sapir et qu'on retrouve aux éditions Les Trois Colonnes. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.